Bonjour Thibaut, Bonjour. je te propose de te présenter et de nous parler un peu de ton parcours. D'accord. Alors, donc moi, je m'appelle Thibaut Lonoré, donc je suis ex-doctorant au sein de l'Université de Montpellier. Donc, je viens du Nord Pas-de-Calais, une région assez lointaine d'ici, et j'ai fait donc une école préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs pour intégrer une grande école d'ingénieurs, mais pour finalement la quitter. Donc, c'est des raisons à la fois personnelles et surtout professionnelles. Donc, j'avais pas la possibilité, en tout cas, on m'avait pas laissé entendre la possibilité de continuer en recherche derrière. C'était quelque chose qui m'intéressait fondamentalement, donc la biologie, l'évolution, ces grandes thématiques. Et du coup, j'ai rattrapé un parcours de faculté avec une licence donc toujours à Lille, puis un master à Paris pour m'orienter vers la biologie des espèces. Donc dans un premier temps, la biologie des systèmes d'agroécologie et ensuite la biologie marine. Et donc c'est ce qui m'a amené ensuite à faire cette thèse en biologie marine ici à Montpellier. D'accord. Et donc tu peux nous parler un peu de ta thèse? Ouais, alors j'ai travaillé 3 ans sur la plasticité phénotypique et la variabilité intraspécifique chez un poisson. Donc c'est des gros mots, mais donc les phénotypes, c'est les différentes variantes qu'on peut avoir par exemple au sein d'une espèce, que ce soit la couleur de nos yeux ou la couleur des carapaces des crabes qu'on va ramasser sur la plage. Et la plasticité, c'est notre capacité à ajuster notre métabolisme, notre physiologie en fonction de notre environnement, que ce soit la façon dont on va respirer, notre rythme cardiaque en fonction de l'altitude, de l'apnée ou de la montagne, etc. Et moi, je regarde donc ces deux paramètres, plasticité et phénotype, et notamment, je m'intéresse aux différences entre les organismes. Par exemple, certains vont tolérer plus ou moins la chaleur, la canicule, le stress. C'est un peu comme nous en fait. Les poissons vont avoir des individus un petit peu drastiques qui vont avoir du mal à résister à ce genre de variation de leur environnement. Et donc j'ai travaillé sur un modèle particulier, donc qui est le loup, ou on appelle ici donc le bar méditerranéen. Et j'ai essayé de regarder comment cette espèce, qui a tendance à se balader entre les lagunes, les rivières et la mer, arrivait à tolérer des différences de salinité assez drastiques dans son environnement. D'accord. Donc quand tu dis que c'est des poissons qui se baladent, Mhm. c'est-à-dire qu'ils vont dans les estuaires, et Ouais, en fonction des estuaires, en fonction de la quantité d'eau qui arrive du fleuve ou de la mer, c'est ça qui fait varier la salinité, ou elles vont dans des, par exemple, dans des marais salins, ou dans la mer, alors, voire même remonter dans la rivière. c'est une espèce qui est marine, donc on la trouve principalement donc, en mer. Il y a une bonne partie de la population qui se situe le long des côtes et certains loups donc, vont migrer dans les lagunes où les précipitations ou la sécheresse plutôt ici va faire varier la salinité de façon très drastique. On va avoir des eaux qui sont très très sursalées et d'autres qui sont proches de l'eau douce. Et on a même, donc, par télémétrie, on met des petites sondes radio sur des poissons et on a réussi à les repérer dans le Lèze, donc un des cours d'eau qu'on a ici à Montpellier, dans la région montpelliéraine. Donc ils vont vraiment se balader dans des eaux de l'eau douce à l'eau sursalée. Et est-ce que souvent, dans ce genre de cas, c'est souvent les adultes, par exemple, qui vont être dans un milieu et les juvéniles dans un autre? Pour le cas du bar Alors méditerranéen, pour le bar, c'est un peu particulier. En fait, en Méditerranée, il y a énormément de lagunes et les loups vont se reproduire au niveau des côtes et du coup, une bonne partie des larves vont être naturellement embarquées dans ces lagunes qui sont un petit peu des aires nourricières, hein. Il y a moins de courant, il y a moins de prédation, il y a beaucoup plus de ressources pour s'alimenter et donc une bonne partie de ces larves vont déjà commencer une partie de leur vie dans les lagunes. Donc certaines ensuite vont pouvoir migrer, enfin se déplacer entre ces environnements qu'on dit de transition, hein. Il y a pas mal de paramètres qui fluctuent, alors que d'autres vont passer exclusivement toute leur vie en mer. d'accord, Donc c'est dès le stade juvénile, ils sont capables de faire ces allers-retours assez d'accord. impressionnants. Et alors, et comment ils s'adaptent? Alors c'est plusieurs changements au niveau de leur physiologie, donc que ce soit des changements hormonaux, des changements au niveau de leur surface cellulaire, hein. La surface cellulaire, donc pour les branchies, donc chez les poissons, c'est l'organe majoritairement de surface, hein, d'interface. Il va y avoir tout un tas de cellules qui vont être à la fois capables d'absorber les sels ou de les retenir en eau douce et d'autres qui vont être capables de les excréter en eau de mer pour garder un équilibre, comme nous on garde un équilibre hydrominéral ou un équilibre de sucre. Et donc c'est toutes ces surfaces d'échange branchies, intestin, la façon dont ils vont boire de l'eau et le rein pour filtrer et produire une urine, qui sont les trois paramètres clés dans l'acclimatation réussie, en tout cas en eau douce ou en eau de mer. D'accord. Et j'ai vu aussi que dans ton travail, tu parlais aussi beaucoup de la variabilité intra-espèce. Ouais. Et donc, ça veut dire que les individus sont tous différents les uns des autres. Ouais, Et c'est quoi qui va. Pourquoi il y a cette grande variabilité-là? alors c'est une bonne question. Donc en effet, selon le paramètre qu'on va regarder, donc que ce soit des diminutions de salinité comme dans mon cas, ou encore on augmente la température pour prédire un petit peu les rapports du GIEC, du réchauffement climatique, ou encore de l'hypoxie, hein. Il y a des zones où il n'y a plus d'oxygène dans l'océan, donc les fameuses zones creuses.
Et en fait, ces individus-là, peu importe l'espèce, notamment le loup, vont présenter des capacités de résistance, on peut parler de tolérance, mais diminuées. Par exemple, dans mon cas, on a 30% des individus qui ne tolèrent pas la dessalure. Et donc cette variabilité-là, elle est à la fois présente d'un point de vue génétique, parce qu'on s'assure d'avoir parce qu'on ne travaille pas sur des loups sauvages, ni sur des loups d'élevage d'ailleurs, c'est des loups sauvages qui sont reproduits pour brasser un maximum de diversité. Et donc c'est des individus dont on sait qu'ils ont des variantes génétiques différentes. N'empêche que 30% n'y arrivent pas. Et si on répète le challenge à un autre moment, c'est 30%, mais ce n'est pas les mêmes, pas forcément les mêmes. Donc c'est ce qui nous a un peu prédit en tout cas des modèles, des explications d'autres types que génétiques, peut-être génétiques, mais aussi avec des facteurs croisés d'un grand terme qu'on entend depuis une trentaine d'années, l'épigénétique. Donc c'est des marqueurs un peu plus aléatoires qui peuvent se fixer de façon plus ou moins labile. Tu peux m'en dire un peu plus sur ce que c'est les marqueurs épigénétiques justement? Ouais, donc c'est des marqueurs qui vont, par exemple, dans un exemple classique qu'on illustre, c'est la famine qui a eu lieu en Europe de l'Est, où justement certains individus avaient moins accès à l'alimentation, à des ressources, des ressources nutritives, et donc ils vont avoir au niveau de leur génome, au niveau de leur ADN, un certain nombre de marqueurs qui va se fixer sur leur ADN et qui est transmis à leur descendance par exemple. Et donc c'est des enfants qui vont avoir du mal à prendre du poids ou au contraire qui vont optimiser les nutriments absorbés pour pouvoir justement prévoir, en tout cas anticiper ce genre d'événements. Chez les poissons, on a aussi énormément de marques épigénétiques, donc il y a plusieurs types de marques épigénétiques, donc c'est un petit peu touchy au niveau des détails, mais en gros c'est des groupes qui vont se fixer sur l'ADN à des endroits particuliers, les cystéines dans notre cas, et du coup l'expression de certains gènes va être soit amplifiée, soit diminuée. Donc les gènes qui vont être impliqués dans la production d'hormones par exemple, on va avoir des hormones qui vont être surexprimées dans un cas parce qu'il y a cette marque épigénétique qui est placée sur le génome. Ou dans un autre cas, une diminution. Donc des capacités d'acclimatation qui pourraient être diminuer ou augmenter dues à des différences d'épigénétique, de marqueurs épigénétiques. D'accord. Donc si je comprends bien ce que tu dis, c'est que ce sont des facteurs qui vont être transmis de génération en génération, qui vont influencer peuvent être transmis. Peuvent être transmis, qui vont influencer l'expression génétique et donc le phénotype des individus, mais qui n'est pas codé en dur, on va dire, dans l'ADN. Non. D'accord, donc c'est bien ça. Très bien. Et donc toi, ce que tu as constaté, c'est que la capacité à s'adapter à ces différents niveaux de salinité est plutôt liée à des facteurs de type épigénétique qu'à des variations génétiques. Moi, j'ai plutôt focalisé mes études sur les facteurs génétiques. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui explique d'un point de vue... en fait, d'un point de vue génétique, je n'ai pas fait d'études génétiques pour comparer les génomes de tous mes individus. On a commencé les marqueurs épigénétiques pour savoir s'il y avait des marqueurs qui étaient responsables des différentes expressions de gènes. Mon travail s'est situé à l'échelle juste en dessous. On a des individus qui meurent, d'autres non, qui réussissent à s'acclimater, oui ou non. Des différences de comportement, donc c'était des différences de respiration, etc. Et donc on a essayé de regarder quel était le mécanisme qui expliquait cette incapacité à s'acclimater. Et au contraire, du coup, quel gène était promu pour dire de pouvoir s'acclimater correctement dans des environnements de transition. Là, on parle du génome des poissons, et le génome, il est disponible, c'est des espèces complètement séquencées, il y a beaucoup d'espèces de poissons qui sont séquencées. Il y en a de plus en plus, donc pour le moment, on en est sur je pense une dizaine, si je ne dis pas de bêtises, dont le bar, le loup, et c'est un énorme avantage quand on travaille sur une espèce dont le génome est séquencé. Les biologistes végétales vont pouvoir l'illustrer avec Arabidopsis thaliana, la fameuse plante modèle, ou la drosophile. C'est un énorme avantage parce qu'on peut déjà sélectionner des gènes ou des familles de gènes qui sont présents chez un tas d'autres espèces communes ou très proches phylogénétiquement parlant. Et donc on peut déjà un peu plus cibler notre approche. En fait, il y a deux types d'approches en génétique. Il y a l'approche globale, on va regarder l'ensemble du génome, l'ensemble du transcriptome, donc les gènes qui sont transcrits en ARN et donc en protéines, ou l'ensemble des protéines, donc le protéome. Et pour regarder à ces échelles globales, ça a un coût. Ça demande énormément d'argent, de données. Après, il faut traiter ces données. Ça demande du personnel, des gens qualifiés, et des thésards ou des postdocs. Si on regarde des approches ciblées, donc on va déjà sélectionner un certain nombre de gènes candidats dont on sait qu'ils pourraient être à l'origine ou en tout cas impliqués dans ces mécanismes-là. Et donc c'est ce qu'on a fait pendant ma thèse. Le génome étant disponible, quelques études à grande échelle étaient aussi disponibles. On a regardé certains facteurs qui semblaient importants et on a pu en déceler certains que maintenant on va vérifier avec des approches de type épigénétique pour confirmer ou non ce qu'on a obtenu. Alors, une question que je me pose, c'est pourquoi vous travaillez particulièrement sur ce poisson-là? C'est parce que c'est le modèle de la salinité qui est intéressant d'un point de vue adaptatif, ou c'est parce que, par exemple, c'est un poisson qui va être pêché et consommé Alors, d'un premier abord, on pourrait dire que c'est un horrible modèle, le bar ou le loup, parce que je crois que c'est une des espèces les plus plastiques, les plus tolérantes au monde.
avec le tilapia, donc un autre poisson. C'est une espèce qui va tolérer qu'on le chauffe à 10 degrés, voire 15 degrés, qu'on le mette de 0 à une eau de mer sursaturée 3 fois la salinité. On peut le stresser, on peut le mettre à 10% d'oxygène. Il est quasi increvable. Sauf qu'en fait, le fait de le mettre dans de l'eau salée ou dans de l'eau dessalée, il va y avoir un pourcentage de casse, un pourcentage de mortalité qu'on n'arrivait pas à expliquer. Et c'est cette variabilité-là qui rend le modèle intéressant. Parce que du coup, avec ces phénotypes extrêmes, on peut en comprendre un peu plus sur la physiologie de ces organismes. Et savoir qu'il y a des différences au niveau, je fais un énorme raccourci, mais savoir qu'il y a des différences au niveau rénal qui expliquent en grande partie les différences de physiologie et donc la mort de ces individus, l'autre gène qu'on a identifié, c'est des lots de gènes qui sont aussi impliqués dans d'autres problèmes rénaux chez d'autres espèces, voire peut-être chez l'homme. Et c'est ces passerelles-là qui sont super intéressantes. D'accord. Donc oui, c'est pas du tout lié à sa consommation par l'homme ou des choses comme ça. Ça aussi, c'est un aspect, c'est que le loup, ça fait 10 à 15 ans qu'on l'étudie de plus en plus, que ce soit pour la génétique, la physiologie, l'écologie. Quand je te parlais du fait de mettre des sondes radio, des émetteurs et de suivre sa localisation en temps réel, enfin en décalé, en fait, c'est des choses qu'on met au point, l'écolocalisation, c'est des choses qu'on développe. C'est une espèce qui a de plus en plus de bibliographie dessus. C'est la première espèce en aquaculture en France, voire en Europe. Donc c'est une espèce un peu pionnière où il y a énormément d'intérêt, que ce soit économique, humaine ou social derrière. Donc en fait, c'est en train de devenir l'un des poissons modèles les plus étudiés en fait. Ouais. Alors qu'à la base, ça paraissait être le pire modèle d'étude. Oui. Sauf qu'on Finalement, étudie la plasticité. Ouais, voilà. Exactement. Je trouvais ça intéressant au début, tu sais, tu parlais des variations de salinité avec voilà. Et je me demandais, est-ce que nous, l'homme, parce qu'on parle beaucoup en fait de l'impact de l'homme sur l'environnement, est-ce que nous, nos activités, les activités industrielles, les activités touristiques, l'aide d'aménagement du territoire, des choses comme ça a beaucoup d'impact sur ces niveaux de salinité, sur ce genre de choses? Alors, pas directement en fait, on va agir sur la salinité, que ce soit en ponctionnant l'eau, en travaillant avec des marais salants bien sûr, mais c'est des échelles très locales. Sachant que c'est une espèce qui a une aire de répartition, que ce soit du centre de l'Afrique jusqu'aux côtes norvégiennes, ça ne va pas trop se jouer dessus. On a plusieurs populations, méditerranéennes, atlantiques, etc. Donc à une échelle locale, on peut agir sur la salinité, mais ça ne va pas être le facteur le plus confondant, ce qui n'est pas le cas par exemple du son. Il y a eu pas mal d'études qui travaillent sur l'impact du son sur la physiologie des espèces. On fait énormément de bruit avec nos vies, nos installations touristiques. Et comme la plupart des espèces de poissons marines vont se reproduire au long des côtes, en fait, on va avoir des pertes de diversité et des pertes d'abondance de poissons qui viennent frayer sur les côtes. Et par exemple, les espaces Natura 2000 ou les réserves qu'on crée sont des moteurs dans la diversité et dans le recrutement des poissons. Parce que du coup, c'est ces zones-là qui vont être privilégiées. Moins de bruit, moins de pollution sonore, moins de pollution aussi chimique, et du coup, moins de surpêche. D'accord. Tout à l'heure, tu as évoqué une notion que je ne connais pas, c'est la notion de zone morte dans les océans. Ouais. C'est quoi? C'est des zones hypoxiques. Il y a des images très chocs qu'on peut trouver un peu partout sur le net. C'est des zones où on voit des poissons à la surface flotter, morts, mais des zones énormes. Et donc, c'est des zones où en fait, il y a soit plus de reflux entre les différentes couches d'eau, et donc on va avoir des zones avec un taux d'oxygène dans l'eau ultra faible, ce qui va entraîner la mort des poissons. Et donc, le fait d'avoir une eau qui va s'acidifier avec le réchauffement climatique, qui va augmenter en température, c'est tous des facteurs qui vont diminuer de façon physique, je veux dire c'est de la physico-chimie, qui va diminuer le taux d'oxygène dans l'eau. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'une eau salée, de plus en plus salée, de plus en plus chaude, va contenir moins d'oxygène qu'une eau froide et peu salée. Et dans ces zones un peu de transition ou des zones d'océan ou de mer où il y a moins d'oxygène, on peut très bien imaginer que la nécessité d'utiliser de l'oxygène, que ce soit pour fuir un prédateur, chasser, etc., eh bien, dans un environnement où il y en a peu, ça peut avoir des impacts directs sur la physiologie des organismes. Des espèces peu tolérantes à l'hypoxie, on va les mettre dans une eau avec peu d'oxygène, on va leur dire vas-y, fuis ou attaque. Ils ne vont pas avoir la capacité métabolique de recruter assez d'oxygène pour pouvoir effectuer ces tâches-là. D'accord. Et pour terminer un peu sur le sujet de ta thèse, est-ce qu'il y a un résultat phare que tu aimerais mettre en avant? Un résultat, je pense que c'est plutôt un beau défi méthodologique, parce qu'il fallait quand même maintenir ces individus-là et pouvoir expérimenter ces individus-là. Le loup, ça a beau être une espèce super tolérante, pas mal de choses a l'air de le contrarier, notamment le stress de l'expérimentation. Mais le résultat phare, je pense que c'est ce fameux âge cellulaire, les télomères dont on a entendu parler en long, large et en travers dans les 10 dernières années. C'est qu'on a pu justement mettre au point une façon de mesurer les longueurs de télomères, en tout cas les dynamiques
de ce fameux H cellulaire chez les poissons, notamment chez le loup, avec des stress salins. Donc maintenant, il y a encore plein de choses à faire sur d'autres types de stress. Tu as évoqué le fait de les maintenir au laboratoire. Donc en fait, Ouais. toi, les poissons que tu as travaillé, c'était des poissons qui étaient élevés en laboratoire. Ouais. Et donc tu avais, je suppose, plusieurs bassins, c'est ça? C'est ça. Et un bassin, il fait quelle taille? C'est quelque chose, c'est un petit aquarium ou c'est quelque chose qui fait Ça, 3 mètres sur 4? Plus, ça dépend des tailles. Moi, je travaille essentiellement sur des stades juvéniles parce qu'il faut D'accord. pouvoir, en fait, il faut qu'ils soient assez grands pour pouvoir faire des prises de sang non létales. Donc, dans le cœur, c'est possible, mais après, ils ont un peu de mal à survivre. Donc, plutôt de cette taille-là, donc ça nécessite des bacs, c'est des couloirs de nage, hein, donc qui font 3-4 mètres de long et 1 mètre de large. Donc, ça permet aux poissons de faire des grands allers-retours. Et en fait, ça permet aussi d'observer les phénomènes de banc. D'accord. Et quand je parle d'individus intolérants, incapables de s'acclimater, c'est des individus qu'on arrive à repérer d'un point de vue comportemental. Donc imagine-toi, tu es dans un bac de 4 mètres de long, tu as 1500 poissons comme ça, va repérer 3 pelots qui n'arrivent plus à nager. Alors, et justement, comment tu les repères? C'est quoi? Analyse d'image ou Alors, tu restes devant et tu notes? Alors tu restes devant et tu les pêches quand tu peux. D'accord. Donc sur 1500, c'est pas évident, mais ils vont avoir du mal à suivre le banc. C'est un peu comme quelqu'un qui est un peu abusé lors d'une soirée, il va avoir du mal à suivre ses copains qui se déplacent. Et en fait, le banc va faire des allers-retours incessants entre le long du bac. Et eux vont tourner un peu plus lentement, vont avoir un peu plus de mal à Ils sont suivre. un peu en retard. Voilà, un peu en retard. Certains vont avoir du mal à maintenir une pigmentation. Tu sais, les poissons, ils se colorent un peu par rapport au fond et la lumière que tu leur mets. D'accord. Et d'autres vont avoir des différences de pigmentation. Par exemple, ils vont se colorer à noir, alors que le banc est plutôt gris. Et en fait, ces gènes impliqués dans la pigmentation, c'est aussi des gènes qui sont sous contrôle hormonal. Et comme le contrôle hormonal il a l'air de foutre le camp chez ces individus-là, c'est aussi une façon de les repérer. Mais ça repère tous les individus stressés en fait. Bah, pas tous, certains. D'accord. C'est ça aussi qui est. Merci déjà d'avoir partagé tout ton travail sur ta thèse. Maintenant, j'aimerais plutôt parler du fait d'être doctorant. Et notamment, je trouve que c'est une position qui n'est pas forcément évidente, puisque à la fois, vous n'êtes pas des scientifiques permanents, mais à la fois, vous allez rester dans un laboratoire pendant au moins 3 ans, parfois beaucoup plus, puisque les thèses sont plus longues et souvent on fait son master avant, des choses comme ça. Et donc, comment on trouve sa place dans une UMR, à la fois en termes comment on participe à la stratégie scientifique, à l'entretien des appareils, des laboratoires. Comment ça se passait dans ton UMR, toi, ce genre de choses? Alors, dans mon UMR, c'était un peu particulier. En fait, les doctorants, donc la plupart, c'est rare d'avoir fait son stage de master au même endroit, même si c'est possible. Disons qu'un doctorant qui arrive, c'est un peu comme un faux stagiaire de Master 2. Quand on arrive en stage de Master 2, on a 6 mois, 5 mois si on ne compte pas la rédaction, voire 4. On fait de la manip du mois 1 jusqu'au mois 4, voire au mois 5. Ouais. En thèse, on arrive et en fait, le temps se dilate d'un coup. Et on nous dit, au fait, maintenant, tu es doctorant, donc tu es à la fois stagiaire parce que tu dois faire des manips, tu es technicien parce que tu vas bien les faire, tes manips, tu dois guider les techniciens qui te viennent en support, tu dois faire tes plans de manip, tu dois écrire. En fait, on a toutes les casquettes, comme tu le dis, Ouais. sauf que certains en abusent un petit peu dans le sens où tu es stagiaire parce que tu es non permanent, donc tu n'as rien à dire, mais parfois tu es responsable administratif parce qu'il faut bien que tu signes des papiers, il faut bien que tu prennes des décisions. Il y a un peu ce jeu de casquettes, il faut à la fois toutes les porter, mais à la fois montrer qu'on n'est pas seulement celle qui intéresse l'autre. Dans mon UMR, ça se passe plutôt bien, donc on a des représentants doctorants qui sont entendus au conseil d'unité et leurs voix sont plutôt écoutées, donc c'est plutôt bien. L'UMR met aussi beaucoup de ressources, ne serait-ce que financières, pour pouvoir accorder aux doctorants la possibilité de faire des formations ou de partir en congrès. Donc, je ne sais pas si tu veux garder ça au montage, mais on est de l'ordre de plus d'un SMIC, on a 1500 €. Enfin, on est quand même un sacré budget par tête, sans compter l'argent de l'école doc. On promue aussi énormément la qualité du travail individuel. Ça veut dire qu'on est dans une UMR que j'appelle politique, hein, donc tout le monde n'est pas d'accord avec ce terme, mais on travaille sur la biologie marine, la conservation, etc., l'halieutique, donc des domaines très très différents. On n'a pas forcément grand-chose à se raconter quand on rentre dans le dur de nos thématiques respectivement parlant, mais on est tous d'accord sur les grands enjeux de notre recherche. Ce qui fait que, en fait, il n'y a plus de micro-équipe, on est tous sur des thématiques plus ou moins différentes, avec un thème commun, et du coup, la particularité, c'est qu'on peut très vite se sentir intégré au sein d'un certain nombre de personnes. Si on veut ouvrir notre thèse ou notre recherche à une autre thématique, on est archi libre de le faire. Je vais même recommander. D'ailleurs, ce qui est plutôt une bonne chose, je suis arrivé avec un plan de thèse qui 3 mois après a changé et 5 mois après, c'est moi qui l'ai orienté.
Et après un congrès, je l'ai réorienté en fait. Le plan de thèse, il a changé, il a évolué au fur et à mesure de mon parcours. Et je ne pense pas que ce soit le cas dans toutes les thèses où on accorde autant de liberté à un doctorant. Voilà. Mais en fait, c'est un vrai dilemme du point de vue des scientifiques, des chercheurs permanents. C'est à la fois, on a envie de protéger les doctorants de toutes les tracasseries administratives, de tout le management, la gestion des personnes, tout ça, pour qu'ils puissent se concentrer qu'à sa recherche. Mais on a aussi envie de les responsabiliser et de leur faire et qu'ils aient leur place et leur mot à dire dans une UMR. Et donc c'est un équilibre qui n'est pas évident. Est-ce que toi, dans ton expérience assez récente de doctorant, tu aurais des idées pour aider justement à trouver le bon équilibre? Est-ce que tu penses qu'il faut mieux protéger les doctorants et leur laisser faire en sorte qu'ils puissent faire 100% de recherche, ou leur donner une part déjà de responsabilité collective pour leur donner du poids au sein de l'Institut, quoi? Je pense que tu as le bon mot, c'est responsabilité collective, parce que quand on arrive en thèse, après ça dépend des thèses, la mienne, c'est qu'on m'a donné très vite beaucoup de responsabilités, parce que je pense que j'avais les épaules de les prendre. Après, d'un point de vue administratif, encore une fois, je suis jeune doctorant, du coup j'ai aucun poids quand les différentes tutelles se mettent d'accord pour empêcher certaines manips. Notamment chez le vivant, c'est très compliqué, il faut des demandes d'agréments particuliers, de comités d'éthique, etc. Donc je pense qu'il faut accorder un certain nombre de responsabilités aux doctorants selon la personnalité et les épaules de chacun. Parce que c'est pas une bonne chose que de dire en fait tu fais que ta recherche, parce que cette personne-là, quand elle va arriver dans le monde de la recherche, en fait elle va se rendre compte que la recherche c'est ça, et le reste c'est de l'administration. Donc non, j'ai très vite été, pas submergé, mais en tout cas immergé dans le monde de la pénibilité administrative. Aussi de l'enseignement, donc même si c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, c'est une charge de travail en plus. Et donc faire sa recherche en devant jongler entre les techniciens, les manips, la thèse, la recherche, l'enseignement, l'administratif, je trouve que c'est une bonne... ok, c'est peut-être un peu violent dit comme ça, mais le fait d'avoir une responsabilité collective, c'est-à-dire que d'apprendre petit à petit à lâcher du lest et à lui en donner de plus en plus, c'est une bonne façon d'apprendre le métier, parce que le métier, c'est pas que sa recherche dans son coin, et c'est un petit peu ce que je regrette de certaines personnes actuellement. Tu as évoqué un sujet que je trouve intéressant, c'est que tu parlais de ton UMR qui était politique. Ouais. Et notamment, j'ai l'impression qu'il y a eu un changement générationnel, on va dire, entre, par exemple, les chercheurs de ma génération, où on était focalisé sur notre recherche et notre thème, voilà, mais où la notion de service public, de questions sociétales, était beaucoup moins forte. Et j'ai l'impression que ta génération de doctorants, pour vous, c'est devenu beaucoup plus important. Et est-ce que tu crois qu'à l'heure actuelle, il y aura encore des UMR non politiques? Et est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Le problème dans une UMR politique, c'est que, comme je disais, on n'a pas grand-chose à se dire. C'est-à-dire qu'au café, on va parler de tout et de rien, on va parler un peu de recherche, bien évidemment, mais c'est pas comme une ancienne équipe, parce que pendant mes stages, j'étais encore dans ce genre de laboratoire où on était tous sur le même sujet de recherche, à peu près. C'est que les congrès, du coup, il ne faut pas hésiter à s'expatrier, il faut aller voir ce que fait le voisin, il faut aller voir d'autres UMR, etc. Après, c'est un jeu à prendre ou pas, hein. D'ailleurs, il y a des UMR qui jouent très bien le jeu, ils ne sont pas du tout dans des UMR politiques. Du coup, ils parlent essentiellement science, ce qui est super intéressant. Mais ils n'ont pas forcément la possibilité, en tout cas, je ne pense pas, la possibilité d'échanger autant avec des sujets très divers. Savoir que je fais de la physiologie marine et me retrouver à avoir des conférences d'écolocation chez des requins coralliens en Nouvelle-Zélande ou en Nouvelle-Calédonie, c'est une possibilité qu'on peut avoir. Mais encore une fois, c'est des chercheurs qui ont ton âge ou plus proches, entre nous deux, on va dire. C'est rare d'avoir des chercheurs d'un autre âge, en tout cas un peu plus avancés dans leur carrière, qui prônent cette interdisciplinarité et ces questions actuelles, en fait. C'est aussi ce qui donne de l'argent. Il faut voir qu'on travaille dans un monde où on n'a pas l'argent comme on le veut, on a l'argent quand on le demande et quand il intéresse les pouvoirs publics. Après, on a aussi quand même, à l'heure actuelle, même si maintenant on fonctionne beaucoup par appel à projet, on a quand même des appels à projets qui sont très larges ou qui financent des recherches complètement fondamentales. Ouais. Encore ces aspects-là. Mais la fondamentale, c'est l'appliqué de demain. Hein. C'est ce qu'on disait la fois dernière. C'est on va, mettons, travailler sur la physiologie de certains poissons, le bar, le sard, n'importe quelle espèce qu'on trouve en Méditerranée. On va se rendre compte qu'il y a des gammes physiologiques de température, de salinité, d'oxygène, de pH de l'eau, etc., qui ne sont pas capables de supporter. Donc c'est de la physiologie, c'est de la biologie fondamentale. Et demain, il y a quelqu'un qui va dessiner des cartes de population prédite, tiens, en 2020, en 2020, 2030, 2040, il y aura quoi comme espèce demain dans la mer? Et il va se servir des données fondamentales. Donc la fondamentale, c'est l'appliqué de demain. Et c'est aussi comme ça qu'il faut voir les choses. Je pense on a trop tendance à dissocier les deux, à dire fondamental,
ils font quelque Oui. chose dans leur coin et appliqué, nous, on sert vraiment aux gens. D'accord. Pour toi, c'est un continuum et une question On temporelle. est plus sur la même échelle. D'accord. Merci. Maintenant, j'aime bien terminer par discuter un peu plus de toi directement. Et donc, je commence à avoir mes petites questions qui reviennent systématiquement. Et donc, la première, c'est est-ce qu'il y a un truc qui t'a rendu particulièrement fier dans, pour l'instant, ta jeune carrière? Ouais, je pense que c'est, d'un point de vue recherche, c'est de voir que la dernière année, ça m'a permis de déposer des projets, faire enfin mon premier pas de chercheur et d'avoir un projet financé qui me permette d'aller à un congrès spécialement pour ce projet-là, d'avoir des gens qui bossent sur ce projet, de pouvoir un peu manager des gens et surtout de voir que maintenant, donc, je suis sorti de thèse et que ce projet continue. Ce projet continue, il y en a un deuxième qui est lancé et donc c'est des projets qui maintenant, moi, je suis juste là pour les regarder suivre leur cours, mais voilà, c'est pas la thèse s'arrête et comme on dit souvent la thèse s'arrête et le doctorant il part avec ses données, enfin ça s'arrête, c'est une boucle. Mais en fait, moi je veux plutôt ça comme un fil. Le fil a été lancé et maintenant je le vois partir. Et d'un point de vue enseignement, c'est les étudiants qui à la fin des cours viennent nous voir et nous dire c'était super clair, j'ai enfin compris. Ah, d'accord. Ça c'est une belle fierté quand même. Je vais revenir sur ce financement. Donc, tu as demandé c'est quoi comme type de financement que tu as obtenu? Alors, c'est un financement CEMEB, donc c'est un LABEX. Donc, les LABEX, c'est les laboratoires d'excellence. Il y en a partout en France et des fois même pas qu'en métropole. Et en fait, il y a des appels à projets jeunes chercheurs qu'on peut postuler. C'est pendant l'été et les résultats sont en septembre. Et c'est des bourses de 3 000 € de fonctionnement et 3 000 € pour des gens, donc soit un technicien, un stagiaire Master 1, Master 2. Et donc, ça permet à la fois de faire une recherche exploratoire ou de développer de l'interdisciplinarité. Donc il y a énormément de bourses, c'est juste qu'il faut regarder les appels à projets, il faut contacter les organismes qui donnent du coup ces bourses-là. Et donc c'est un projet exploratoire qu'on a déposé la dernière année de thèse, donc l'année la plus chargée, mais qui a permis de donner finalement un nouvel axe à cette thèse-là, et c'est tous ces petits projets-là qui commencent à émerger. Oui, après, c'est normal que ce soit ce genre de choses qu'on fasse en dernière année, puisque notamment on a les 2 premières années qui permettent de prendre du recul sur son travail et de se projeter dans l'étape suivante, quoi. Ouais. Et à l'opposé donc, de ces sources de fierté, est-ce qu'il y a eu une difficulté particulière, une erreur, un truc que tu dis non, et je ne referai plus jamais comme ça Je pense que d'un point de vue administratif, je suis arrivé dans un endroit où on m'a dit tiens, tu sais faire ça, genre de l'aquaculture pure et dure. Je leur dis bah non, enfin, j'ai pas fait d'aquaculture, moi je viens des plantes, j'ai fait ouvrier agricole, de l'agroécologie, j'avais déjà un pied dans le marin de par ma formation en master, mais j'avais pas fait ça. Et on m'a dit bah tiens, demain tu mets en place un système aquaculture dans le labo. Donc j'ai essayé, ça marche pas du tout. Donc on se casse les dents un peu dessus et en arrivant chez une tutelle qui est capable de faire ça, j'étais confronté à un énorme problème administratif de mésentente entre deux parties et notamment beaucoup de mauvaise foi. Oui. N'ayant pas énormément de tact, je pense que ça n'a pas aidé non plus. Donc voilà, je pense que la prochaine fois, savoir que l'administration c'est long, savoir que ça peut dépendre du bon vouloir de certaines personnes, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait dire aux doctorants, je pense, quand ils arrivent, pour pas qu'ils se sentent galvanisés par la lenteur administrative française. D'accord. J'aime aussi demander si tu aurais un film ou un livre à conseiller, que ce soit en rapport avec la science ou pas du tout. Alors, d'un point de vue livre, c'est la biologie du sexe chez les organismes. Donc, c'est une Olivia, je ne sais plus son nom, qui a écrit ça il y a quelques années. C'est génial. C'est tout des pépites de comment les organismes se reproduisent. Ça va de la limace, c'est une bataille de sexe avant de savoir qui va devenir le mâle, à la baudroie qui le mâle fusionne avec la femelle et du coup il se fait incorporer, à la menthe religieuse qui scalpe son cher époux. Donc c'est un livre qui apprend à la fois plein de bases de biologie avec énormément de bon goût et de bon sens et qui aime bien piquer la curiosité de chacun, et c'est un livre que je recommande à toute personne, même non biologiste, qui voudrait en apprendre plus sur ce que c'est que la vie. Très bien. Et niveau film, je pense qu'on peut parler des Jurassic Park juste derrière moi. Les 3 premiers, bien évidemment, on va pas parler des 2 suivants. D'accord, que t'aimes moi. Plus mitigé. Très bien. Et enfin, si quelqu'un veut discuter avec toi, veut te contacter pour poursuivre cette discussion ou parler de ton travail, c'est quoi la façon la plus simple de te joindre La plus simple, ça reste du coup le mail universitaire, le mail professionnel qu'on a sur le site de l'UMR, donc Marbec, pour ceux qui faudrait checker. Donc je suis disponible, je réponds généralement à tous les mails qui m'arrivent. Sinon, sur place à Montpellier, il y a Pint of Science, qui du coup cette année, à voir comment ça se passe en septembre à la rentrée. Mais c'est un grand événement de médiation scientifique où on pourrait me retrouver.
Et sinon, par n'importe quel autre média où vous me rencontrez. Voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi.